Ma femme a dilapidé l'argent des études de notre fille et a disparu avec son nouveau petit ami. J'étais dévasté jusqu'à ce que notre fille de 10 ans ricane et dise « Papa, t'inquiète pas. J'ai géré ». Quelques jours plus tard, elle m'a appelé en hurlant après avoir découvert ça. On connaît ce sentiment quand quelque chose ne va pas, mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. C'est exactement ce que j'ai ressenti en remontant l'allée ce mardi après-midi-là, les clés tintant dans ma main comme une sorte de carillon éolien tordu. J'étais parti du travail plus tôt. Bon sang, j'ai souvent fait ça ces derniers temps, en essayant de passer plus de temps avec Ruby avant qu'elle n'atteigne cette adolescence où les pères deviennent des ennemis. Le comte Johnson pouvait attendre un jour de plus. Ma famille, non. Je fredonnais cet air stupide du dessin animé préféré de Ruby, une chansonnette idiote sur l'amitié et les arcs-en-ciel qui me trottait dans la tête depuis une semaine. Elle en était obsédée ces derniers temps, la chantant en se brossant les dents, la fredonnant en écoutant ses céréales. C'était un de ces trucs de papa. On déteste la chanson, mais on adore entendre son enfant heureux, alors on finit par connaître chaque mot. La maison avait l'air normal de l'extérieur. La même boîte aux lettres rouges à repeindre. Les mêmes plantes en pot qu'Evelyne négligeait depuis des mois. Tout était pareil. Mais à la seconde où j'ai franchi la porte d'entrée, j'ai su. Le silence m'a frappé comme un mur de briques. Pas le calme confortable d'une maison vide, mais quelque chose de complètement différent. Quelque chose de creux et d'anormal. Pas de sac à dos jeté devant la porte comme Ruby le faisait toujours, même si je lui avais répété 1 million de fois de le ranger dans sa chambre. Pas de petites baskets qu'on enlève et qu'on abandonne là où elles ont atterri. Pas de bruit de dessins animés provenant du salon ni le bavardage lointain d'Evelyne lors d'une de ses interminables conversations téléphoniques avec sa sœur. Rien du tout. J'ai quand même appelé, parce que c'est ce qu'on fait, non? Bonjour, Ruby. Ma voix résonna dans le couloir vide, pathétique et désespérée. Le genre de désespoir qu'on refuse d'admettre. Pièce après pièce, je fouille comme un détective dans un mauvais film. Cuisine propre, trop propre. Evelyne n'a jamais quitté la cuisine. Celle-ci impeccable. Salon. Coussin du canapé parfaitement disposé. Aucun signe que quelqu'un se soit prélassé devant Netflix. La chambre de Ruby. Lit fait, jouet rangé. À quand remonte la dernière fois que Ruby avait fait son lit sans qu'on lui ait demandé? Jamais. C'est à ce moment-là. Mes mains tremblaient déjà quand j'ai sorti mon téléphone, même si je ne voulais pas avouer pourquoi. Une notification, un SMS de ma femme après 13 ans de mariage. 13 ans de mariage, 15 ans de vie commune au total si l'on compte les années de fréquentation. 15 ans se sont résumés à un seul message qui m'a glacé le sang. Je pars. Ne me cherchez pas. C'est mieux comme ça. C'est tout. Aucune explication, aucun au revoir, aucune mention de Ruby ou de ce que cela ferait à notre fille. Juste un congédiement rapide et froid, comme si elle annulait une réservation au restaurant au lieu de détruire toute notre vie. Mon premier réflexe a été de l'appeler, mais quelque chose m'en a empêché. Peut-être était-ce la finalité de ces mots. Ou peut-être était-ce le malaise qui me gagnait l'estomac et qui me disait que c'était plus grave qu'une dispute ou une mauvaise journée. Au lieu de cela, j'ai ouvert notre application bancaire, les doigts tremblants, priant pour me tromper, priant pour que tout cela ne soit qu'un malentendu. Solde à 0, pas bas, 0, complètement vidé. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les chiffres se brouillent, le rafraîchissant sans cesse comme si l'application avait un bug. Peut-être était-ce une terrible erreur. Mais non. Tous les comptes, chèques, épargnes, même le compte spécial que j'avais constitué pour les études de Ruby. 68 000 $ envolés. L'argent que j'avais économisé dollar par dollar, en faisant des heures supplémentaires et en sautant des déjeuners, en mettant de côté tout ce que je pouvais pour l'avenir de ma petite fille. Ma vue s'est embrouillée sur les bords, et j'ai dû m'agripper au plan de travail de la cuisine pour ne pas tomber. Ce n'était pas juste partir. C'était un vol. C'était Evelyne qui prenait tout ce qu'on avait construit et le brûlait en partant. Elle avait volé l'avenir de ma fille comme si de rien n'était. C'est là que je l'ai entendu, le léger murmure de la porte du réfrigérateur qui s'ouvrait. Je me suis retourné et Ruby était toujours dans son uniforme scolaire. Cette petite jupe écossaise et ce polo blanc qui la rendait si jeune et innocente. Elle tenait une brique de lait chocolaté, la buvant à même le verre, comme elle le faisait toujours quand elle pensait que je ne la regardais pas. Ruby, ma chérie, ma voix s'est brisée.
Comment dire à une enfant de 10 ans que sa mère vient de disparaître avec son argent pour ses études? Comment expliquer que la femme censée la protéger les trahit de la pire des manières? Mais Ruby m'a simplement regardé avec ses grands yeux marrons, les yeux d'Evelyne, même si j'ai essayé de ne pas y penser et j'ai pris une autre gorgée de lait chocolaté. Elle semblait calme, trop calme pour une enfant dont le monde venait de basculer. Papa, dit-elle en posant la boîte sur le comptoir avec une attention délibérée qui semblait bien trop mature pour son âge. Ne t'inquiète pas, je clignai des yeux, perplexe. Ruby, il faut que je te dise quelque chose à propos de ta mère. Je sais qu'elle est partie, l'interrompit Ruby. Et quelque chose dans sa voix me coupa net. Ni la tristesse, ni la confusion, ni la dévastation que j'attendais d'une enfant de 10 ans dont la mère venait de l'abandonner. Quelque chose de complètement différent. J'ai géré, dit-elle simplement, comme si elle parlait de nettoyer un jus renversé ou de finir ses devoirs. Je fixai ma fille, cette petite fille en uniforme d'écolière, du lait chocolaté sur la lèvre supérieure, et sentais le monde basculer sous mes pieds d'une manière qui n'avait rien à voir avec la trahison d'Evelyne. Il y avait quelque chose dans le regard de Ruby, une connaissance, une confiance qui n'avait pas sa place sur le visage d'une enfant. Comment ça? Tu as géré, murmurai-je. Ruby se contenta de sourire. Un petit sourire secret qui allait me hanter pendant des semaines. Le sommeil était une blague cette nuit-là. Je restais allongé là, les yeux rivés au plafond, à regarder les ombres des voitures qui passaient balayer la pièce comme des projecteurs. Mon esprit tournait en rond comme un hamster sur sa roue. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais l'écran de l'application bancaire. Ces zéros froids et brutaux où se trouvaient nos économies. 68 000 $ envolés. Comme ça. De l'argent qui représentait des années de sacrifice, des vacances manquées, des déjeuners dans des sacs en papier et des refus de Ruby quand elle voulait des baskets hors de prix. Ses amis, eux, l'avaient fait. Mais ce n'était pas seulement l'argent qui m'empêchait de dormir. C'était la réaction de Ruby, ou plutôt son absence de réaction. Quel genre d'enfant de 10 ans apprend que sa mère l'a abandonné et hausse les épaules comme si de rien n'était? Quel genre d'enfant dit, j'ai géré ça avec ce petit sourire bizarre et je me remets à boire du lait chocolaté comme si de rien n'était? Je n'arrêtais pas de penser à tous ces livres sur l'éducation des enfants que j'avais lus quand Ruby était petite. Tous ces conseils sur la façon dont les enfants gèrent les traumatismes différemment des adultes. Peut-être était-elle sous le choc. Peut-être que la réalité ne l'avait pas encore frappée. Peut-être que demain, elle se réveillerait en pleurant après sa maman et que je devrais trouver comment recoller les morceaux pour nous deux. Vers 3 heures du matin, j'ai finalement renoncé à dormir et j'ai marché dans le couloir pour aller la voir. La maison semblait différente maintenant, plus vide, comme si l'absence d'Evelyne avait aspiré quelque chose de vital des murs eux-mêmes. J'ai entr'ouverte la porte de Ruby, m'attendant à la trouver blottie contre moi. Monsieur Bouton, son éléphant en peluche le plus défraîchi depuis ses 2 ans. Au lieu de cela, je l'ai trouvée assise en tailleur sur son lit, toujours en pyjama, penchée sur sa tablette comme si elle travaillait sur un projet important. La lueur bleue de l'écran illuminait son visage, la faisant paraître plus âgée, plus sérieuse qu'un enfant ne devrait l'être à presque 3 heures du matin. Ruby, ai-je murmuré en entrant dans la pièce. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais debout? Elle m'a regardé avec ses grands yeux marrons, complètement alerte, comme si elle était éveillée depuis des heures. Elle n'arrivait pas à dormir non plus. Avait-elle dit, et il y avait quelque chose de presque compatissant dans sa voix, comme si elle était l'adulte qui réconfortait l'enfant plutôt que l'inverse. Je me suis assise au bord de son lit, le matelas craquant sous mon poids. Sur quoi travailles-tu, ma puce? Il est largement passé l'heure d'aller au lit. Je range juste quelques affaires, a-t-elle dit. Mais elle n'a pas fermé la tablette ni cherché à cacher ce qu'elle faisait. Au lieu de cela, elle a légèrement tourné l'écran vers moi, et j'ai pu voir ce qui ressemblait à des fichiers et des dossiers, tous soigneusement étiquetés et organisés comme une sorte de classeur numérique. C'est là que l'inquiétude a vraiment commencé à s'installer. Ce n'était pas un comportement enfantin normal. Les enfants normaux jouaient à des jeux sur leur tablette, regardaient des vidéos YouTube sur la fabrication de slim, ou n'importe quel autre mode bizarre à la mode cette semaine-là. Ils n'organisaient pas leur dossier à 3 heures du matin comme de petits comptables. Ruby, ai-je dit doucement, en essayant de garder une voix calme et rassurante. Qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure quand tu as dit que tu t'en étais occupé? Gérer quoi exactement? Elle est restée silencieuse un long moment, ses doigts tapotant l'écran de la tablette à un rythme qui me rappelait étrangement Evelyne lorsqu'elle réfléchissait intensément à quelque chose. Finalement,
elle a levé les yeux vers moi avec une expression bien trop mature pour son visage d'enfant de 10 ans. Je savais qu'elle préparait quelque chose. Papa, dit Ruby d'une voix neutre, comme si elle parlait de la météo. Maman, je veux dire, j'ai suivi. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing dans le ventre. Suivre quoi, ma chérie? Ruby posa la tablette avec précaution, comme si elle contenait quelque chose de précieux et de fragile. Son comportement, ses mensonges, la façon dont elle avait commencé à se comporter différemment. Elle marqua une pause, scrutant mon visage comme si elle essayait de comprendre ce que je pouvais supporter. Je savais qu'elle allait nous quitter. J'avais l'impression de me noyer, comme si l'air était soudain devenu trop épais pour respirer. Ma fille de 10 ans, ma petite fille, qui dormait encore avec un éléphant en peluche et pleurait quand on écrasait des animaux écrasés sur la route, surveillait sa propre mère comme une sorte de petite détective privée. Ruby, je ne comprends pas. Comment ça, tu as suivi? Elle reprit la tablette et ouvrit ce qui ressemblait à un dossier. J'ai créé des dossiers, dit-elle simplement. Plein de dossiers sur tous les trucs bizarres que maman fait. Quel genre de trucs bizarres? Demandai-je, même si une partie de moi n'était pas sûre de vouloir connaître la réponse. Les doigts de Ruby parcouraient l'écran avec une assurance qui me retournait l'estomac. Comme ses douches plus longues et ses parfums différents. Ses sorties de la maison pendant des heures pour revenir avec des reçus d'endroits où elle n'allait jamais. Ses SMS et son téléphone caché quand tu étais là. Chaque mot me semblait un clou de plus dans le cercueil de mon mariage, confirmant des soupçons que j'essayais d'ignorer depuis des mois. Mais l'entendre de la bouche de ma fille, mon enfant qui aurait dû s'inquiéter des devoirs et des histoires de cours de récréation, aggravait les choses 1000 fois. Ruby, dis-je prudemment. Depuis combien de temps observes-tu ta mère comme ça? Elle haussa les épaules, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Depuis Noël, peut-être. C'est laquelle a commencé à se comporter de façon vraiment bizarre, comme si elle était faussement gentille avec toi, mais méchante avec moi quand tu ne regardais pas. Mon cœur s'est brisé un peu plus. Evelyne avait été cruelle envers Ruby dans mon dos, et j'avais été trop aveugle ou trop occupé pour le remarquer. Quel genre de père étais-je? Montre-moi, ai-je dit d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Ruby m'a regardé un long moment, comme si elle se demandait si j'étais prêt à entendre ce qu'elle allait me révéler. Puis elle a ouvert un dossier sur sa tablette, et j'ai vu le titre qui m'a glacé le sang. Les dossiers secrets de maman. Papa, a dit Ruby doucement. Il y a beaucoup de choses que tu ignores. Je pensais savoir ce que c'était que d'être trahi. Je pensais qu'apprendre qu'Evelyne avait vidé nos comptes en banque était le fond du gouffre. Mais assise sur le lit de ma fille à 3 heures du matin, la regardant ouvrir méthodiquement dossier après dossier de preuves contre sa propre mère, j'ai réalisé que je n'avais même pas effleuré la surface de la profondeur de ce terrier de lapin. Mes doigts se déplaçaient sur l'écran de la tablette avec la précision de quelqu'un qui faisait ça depuis des mois. Chaque appui révélait une nouvelle couche de tromperie, une autre pièce d'un puzzle que j'avais été trop stupide ou trop confiante pour voir s'assembler. Le dossier intitulé « Dossier secret de maman » s'ouvrit comme une boîte de Pandore, et ce qui en sortit me noua l'estomac. Tiens, dit Ruby d'une voix étrangement calme en affichant la première capture d'écran. Ce sont des SMS entre maman et un certain Travis. L'image à l'écran montrait une conversation qui me fit bouillir le sang. Le nom d'Evelyne en haut et en dessous des messages dignes d'un manuel d'infidélité. Hâte de te voir ce soir, de la part d'Evelyne. La chambre d'hôtel est réservée sous le nom de Johnson. De ce Travis. Fais en sorte qu'il ne se doute de rien. De ma femme depuis 13 ans. Bon sang, murmurai-je, oubliant un instant que je parlais à un enfant de 10 ans. Il y a plus, dit Ruby d'un ton neutre. Passant à la capture d'écran suivante. Beaucoup plus. Elle ne plaisantait pas. Les messages défilaient les uns après les autres, tous plus odieux les uns que les autres. Evelyne se plaignait de moi, me traitant d'idiote et de pathétique. Evelyne disait qu'elle avait hâte de sortir de ce trou perdu et de repartir au chaud. Et puis ceux qui me faisaient vraiment tourner la tête. Des messages où elle parlait de Ruby comme d'un fardeau. Un inconvénient qu'elle avait hâte de laisser derrière elle. Elle m'a traité de gamine, dit doucement Ruby en désignant un message en particulier. Elle disait que j'étais trop curieuse pour mon bien et que Travis ne voulait pas d'enfant de toute façon. J'avais envie de prendre cette tablette et de la balancer à travers la pièce. J'avais envie de frapper quelque chose, de crier au plafond, d'appeler Evelyne et de lui dire exactement ce que je pensais d'elle et de son petit ami. Mais Ruby me regardait avec ses grands yeux marrons, attendant de voir ma réaction.
Et je savais que je devais me retenir pour elle. Comment as-tu eu ça, ma puce, demandai-je d'une voix tendue. L'expression de Ruby ne changea pas. Changement. Maman n'a jamais changé son mot de passe après avoir eu son nouveau téléphone l'année dernière. On est encore en pleine forme en 2020. Vous savez, ce réveillon du nouvel an où elle était complètement saoule et n'arrêtait pas de dire que ce serait son année. Je me souvenais de cette nuit-là. Evelyne était si optimiste, pleine de projets pour l'avenir. Notre avenir, pensais-je. Apparemment, je me trompais aussi. Mais Ruby, on ne peut pas fouiller dans le téléphone de quelqu'un comme ça. Elle fouillait dans le mien tout le temps. Ruby m'interrompit et il y eut un éclair de plus en plus dur dans sa voix. Elle a lu mon agenda. Elle a vérifié mon historique de navigation. Elle a même fouillé dans mon sac à dos à la recherche de messages d'amis. Alors oui, j'ai fouillé dans ses affaires aussi. C'est vrai, je devais l'admettre. Et là, j'étais contente qu'elle l'ait fait. Ruby passa à la section suivante de sa collection de preuves numériques. Ce sont des emails, dit-elle, entre maman et Travis, mais aussi d'autres personnes. Regarde celui-ci. Le fil de discussion qu'elle m'a montré était entre Evelyne et quelqu'un d'une agence de voyage. Confirmation de vol pour 2 des passagers partaient il y a 3 jours. Le lendemain du jour où elle avait vidé nos comptes. Destination, Miami, Floride. Billet aller simple. Elle avait réservé les vols il y a 2 semaines. Ruby m'a expliqué le jour même où elle avait effectué ce gros retrait du compte d'épargne commun. Tu te souviens quand elle a dit qu'elle avait besoin de $5000 pour l'urgence de sa sœur? Je m'en souvenais. Karen, la sœur d'Evelyne, avait soi-disant besoin d'argent pour une intervention médicale. J'ai trouvé bizarre qu'elle ait demandé à Evelyne plutôt qu'à son mari, mais j'avais une confiance aveugle en ma femme. Karen n'a jamais eu d'urgence, a continué Ruby. J'ai consulté son Facebook. Elle a posté des photos de ses vacances en Californie toute la semaine. Maman a dit qu'elle était malade. Ma fille était en train de devenir une meilleure détective que la moitié des policiers que je connaissais. J'aurais dû en être fier. Ça m'a rendu malade que Shid soit devenu comme ça. Ruby a sorti un autre dossier, et celui-ci m'a fait trembler les mains. Relevé bancaire, bordereau de retrait, reçu de virement, tous avec ce qui semblait être ma signature au bas. Je crois qu'elle a utilisé la tienne sur cela, a dit Ruby en désignant les documents. Tu vois comme le M de ton nom de famille est différent? Elle s'est exercée au dos de vieux tickets de caisse. Je les ai trouvés dans son sac à main. J'ai scruté les faux documents. Des milliers de dollars ont été retirés de nos comptes petit à petit au fil des mois. De petites sommes d'abord, puis de plus grosses à mesure qu'elle prenait de l'assurance. De l'argent que je ne l'avais jamais autorisé à prendre. De l'argent dont j'ignorais même la disparition avant qu'il ne soit trop tard. Ruby, ai-je dit d'une voix à peine murmurée. Depuis combien de temps collectes-tu tout ça? Elle a baissé les yeux vers sa tablette, parcourant ce qui semblait être des dizaines de dossiers supplémentaires. Depuis janvier. C'est là que j'ai remarqué qu'elle avait commencé. Elle supprimait ses SMS tous les soirs. Les gens normaux ne font pas ça, papa. Les gens normaux n'ont pas de secret aussi grand. J'ai serré ma fille dans mes bras, la serrant fort contre moi, tandis que mes pensées s'emballaient. Elle se sentait si petite dans mes bras, si jeune malgré tout ce qu'elle avait traversé. Tout ce qu'elle avait compris toute seule. J'ai tout sauvegardé avant son départ, a dit Ruby, sa voix étouffée contre mon épaule. Tout. Chaque message, chaque email, chaque faux document. J'ai tout sauvegardé. Pourquoi, ai-je demandé. Pourquoi as-tu fait tout ça? Ruby s'est reculée et m'a regardé avec des yeux qui semblaient bien trop vieux pour son visage. Parce que quelqu'un devait nous protéger, papa, et ce ne serait pas elle. Les jours suivants se sont écoulés dans une sorte de brume étrange, comme si je vivais dans la vie de quelqu'un d'autre, attendant simplement que le véritable propriétaire revienne la récupérer. J'ai appelé pour dire que j'étais malade au travail. C'était la première fois en 3 ans que je faisais ça, parce que je ne pouvais pas imaginer être assise en réunion et faire comme si tout était normal alors que mon monde venait de s'écrouler. Imploser. Ruby est allée à l'école comme si de rien n'était, ce qui aurait dû être rassurant, mais m'a inquiété encore plus. Quel genre d'enfant est assidu après que sa mère l'a abandonné? Chaque matin, elle mangeait ses céréales, se brossait les dents, prenait son sac à dos et partait prendre le bus comme si c'était un mardi comme les autres. Chaque après-midi, elle rentrait, faisait ses devoirs à la table de la cuisine,
puis disparaissait dans sa chambre avec cette satanée tablette. Je l'entendais taper dessus pendant des heures. Le léger clic-clic de ses doigts sur l'écran se mêlait au bruit de mes propres pensées qui s'échappaient. Le troisième jour, je n'en pouvais plus. J'ai frappé à sa porte vers l'heure du dîner, m'attendant à la trouver en train de jouer à un jeu ou de regarder des vidéos YouTube comme une enfant de 10 ans normale. Au lieu de cela, je l'ai trouvée entourée de documents imprimés, de pages et de pages de documents étalés sur son lit, comme si elle dirigeait une sorte de centre de commandement. « Ruby, qu'est-ce que c'est que tout ça ?» ai-je demandé en contournant prudemment les papiers éparpillés sur son sol. Elle leva les yeux de sa tablette avec la même expression étrangement calme qu'elle arborait depuis le début de ce cauchemar. « Des preuves, dit-elle simplement, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. J'organise tout pour que ça ait du sens. » Je pris un des papiers. C'était une chronologie écrite de l'écriture soignée de Ruby, âgée de 10 ans, documentant tous les faits et gestes suspects d'Evelyn au cours des 6 derniers mois. Le 15 janvier, maman commence à répondre aux appels dans le garage. Le 3 février, maman achète de nouveaux sous-vêtements et cache le ticket de caisse. Le 20 mars, maman rentre à la maison avec une odeur de savon différente. Elle dit qu'elle est allée faire les courses mais qu'elle a oublié. Seigneur, Ruby, soufflai-je en parcourant la chronologie. Il y avait des dizaines d'entrées, chacune étant un petit signal d'alarme indiquant que j'avais été trop aveugle ou trop confiante pour le remarquer. Tu l'as observé tout ce temps. Il fallait bien que quelqu'un le fasse, dit Ruby d'un ton neutre. Elle mentait surtout. Papa, où elle était allée, à qui elle avait parlé, quoi? Elle faisait avec notre argent. Je savais que quelque chose de grave allait arriver. Je me suis assis lourdement sur sa chaise de bureau, me sentant comme le plus grand raté du monde en tant que mari et père. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Ruby est restée silencieuse un long moment, rangeant ses papiers en piles bien nettes. M'aurais-tu cru? A-t-elle finalement demandé. Si j'étais venu te voir il y a 6 mois et que je t'avais dit que maman trichait et volait de l'argent, aurais-tu écouté un enfant de 10 ans? La réponse honnête était probablement non. J'aurais pensé que Ruby dramatisait, peut-être par simple jalousie enfantine. Je lui aurais dit que les adultes ont parfois des problèmes, mais que cela ne signifiait pas qu'il se passait quelque chose de terrible. J'aurais eu complètement tort. Raconte-moi cette chronologie, ai-je dit à la place, car je ne pouvais pas gérer cette spirale de culpabilité particulière pour le moment. Ruby a ouvert une version numérique sur sa tablette, plus détaillée que la version manuscrite. Ça a commencé en décembre, en fait. Tu te souviens quand maman a dit qu'elle avait rejoint ce club de lecture? Celui qui se réunissait tous les mardis soirs? J'ai hoché la tête. Evelyn avait été enthousiaste. Elle disait qu'elle avait besoin de sortir plus souvent, de rencontrer de nouvelles personnes. Je l'y avais encouragé. Je pensais que c'était sain. Il n'y a pas de club de lecture, continua Ruby. J'ai appelé la bibliothèque où, disait-elle, ils se rencontraient. Ils n'ont pas de club de lecture le mardi soir. Jamais. Bien sûr que non. Je me sentais idiote. Alors, j'ai commencé à faire attention à tout, continua Ruby. Chaque mensonge, chaque excuse, chaque chose bizarre qu'elle faisait, comme le fait qu'elle rentrait toujours du club de lecture avec une odeur de shampoing d'hôtel au lieu du savon que nous avons à la maison. Ou comment elle avait commencé à faire sa lessive elle-même au lieu de la mettre avec la nôtre. Ou comment elle recevait des SMS au dîner et souriait de cette façon grossière qu'elle ne nous souriait jamais. Chaque révélation était comme un nouveau coup de poing dans le ventre. Ma femme menait une double vie sous mon nez, et ma fille de 10 ans était la seule assez intelligente pour s'en rendre compte. Et l'argent, demandai-je. Quand as-tu compris qu'elle nous volait? Ruby sortit un autre dossier la concernant. Tablette. Mars. C'est là que j'ai appris à consulter notre compte bancaire en ligne. Comment ça s'est passé? Peu importe. Je ne veux probablement pas savoir. Ton mot de passe, c'est la date de naissance de Ruby plus notre adresse, dit-elle avec un léger sourire. Tu n'es pas très créatif, papa. C'est vrai. Alors, tu surveilles nos finances depuis des mois. Juste les gros trucs. J'ai configuré des alertes pour être informé des mouvements importants. Quand maman a pris l'urgence 504 de tante Karen, je savais que c'était parce que j'avais déjà consulté les réseaux sociaux de Karen. Elle avait posté des photos de Disneyland toute la semaine. Je commençais à comprendre à quel point l'enquête de Ruby était poussée loin. Ce n'était pas un enfant jouant au détective.
C'était une opération de surveillance systématique qui aurait impressionné les forces de l'ordre. Mais voilà le truc, papa, dit Ruby. Et il y avait quelque chose de différent dans sa voix maintenant. Quelque chose qui semblait presque excité. Je n'ai pas juste rassemblé des preuves. J'ai élaboré un plan. Quel genre de plan? Ruby sourit. Le premier vrai sourire que je la voyais depuis le début de toute cette histoire. Tu te souviens quand j'ai dit que j'avais tout envoyé à tante Molly? Ta sœur, l'avocate? Eh bien, je ne lui ai pas juste envoyé les dossiers. Je lui ai envoyé un plan de rétablissement en 4 étapes pour récupérer notre argent et m'assurer que maman ne puisse plus nous faire de mal. J'ai regardé ma fille, c'est incroyable. Une petite personne terrifiante et brillante qui partageait mon ADN, mais qui semblait avoir récupéré tous les éléments qui me manquaient. Tante Molly vient demain, continua Ruby. On a un très bon dossier pour fraude et vol. Elle dit aussi que je devrais envisager des études de droit quand je serai grande. J'ai ri malgré tout. En fait, j'ai ri pour la première fois depuis des jours. Ruby, tu as 10 ans. Oui, a-t-elle dit en se remettant à ranger ses papiers. Mais je suis une enfant de 10 ans qui vient d'attraper une voleuse et de monter un dossier juridique contre elle. L'âge n'est qu'un chiffre, papa. En voyant ma fille entourée des preuves de la trahison de sa mère, planifiant calmement notre contre-attaque comme une sorte de procureur miniature, j'ai réalisé quelque chose qui m'a à la fois terrifié et stupéfait. Ruby ne se contentait pas de gérer la situation. Elle avait 3 longueurs d'avance sur tout le monde, moi y compris. Molly est arrivée à 9 heures précises du matin, parce que c'est le genre de personne qu'est ma sœur, ponctuelle, professionnelle et armée d'une puissance de feu juridique suffisante pour raser un petit immeuble. Je l'ai vue entrer dans notre allée, ça. Mallette BMW noire élégante à la main et un sac d'ordinateur en bandoulière, comme si elle partait au combat, ce qui, je suppose, elle l'était. Elle avait toujours été celle qui avait réussi dans la famille. Celle qui avait l'intelligence et l'ambition, tandis que j'avais la personnalité agréable et un emploi stable de cadre intermédiaire. Molly avait bossé comme une dingue pendant ses études de droit, décroché un poste dans l'un des plus grands cabinets de l'État et passé les 15 dernières années à gravir les échelons jusqu'à gagner plus d'argent en 1 an que moi en 3. On ne se parlait pas beaucoup, on était dans des mondes différents. Mais au plus fort, elle faisait partie de la famille. Tu as une mine d'enfer, m'a-t-elle dit en guise de salut, me serrant rapidement dans ses bras sur le perron. Merci. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre, ai-je répondu. Mais j'étais sincèrement content de la voir. Molly avait cette façon de tout rendre gérable, comme si tout problème pouvait être résolu avec les bons papiers et suffisamment d'heures facturables. Où est le cerveau, a-t-elle demandé en entrant dans la maison et en regardant autour d'elle comme si elle examinait la scène de crime. Ruby est dans sa chambre en train de trier ses dossiers, ai-je dit. Elle est dessus depuis 6 heures du matin. Molly a haussé un sourcil. 6 heures du matin, un samedi. Ouais, elle ne dort plus beaucoup. Je pense qu'elle a peur qu'il se passe autre chose si elle ne fait pas attention. C'est compréhensible, a dit Molly en posant sa mallette sur la table de la cuisine avec un bruit sourd. Tu peux la faire venir? Il faut qu'on parle stratégie. J'ai appelé Ruby, et elle est apparue dans l'embrasure de la porte quelques secondes plus tard, tablette à la main comme d'habitude. Elle paraissait minuscule, debout à côté du tailleur de Molly et de ses cheveux parfaitement coiffés. Mais il y avait quelque chose dans tout ça. Sa posture me rappelait celle de ma sœur. Cette même concentration, cette même détermination. Ruby, dit Molly en s'accroupissant à la hauteur de ses yeux. Ton père m'a dit que tu faisais du travail d'enquête. Ruby hocha la tête. Sérieusement. Je t'ai tout envoyé hier soir. As-tu eu l'occasion d'y jeter un coup d'œil? Molly se redressa et ouvrit son ordinateur portable. Je l'ai fait, et je dois dire, ma puce, que ton travail est meilleur que celui de la moitié des parajuristes de mon cabinet. Elle tourna l'écran vers nous, montrant ce qui ressemblait à un document juridique recouvert d'un en-tête officiel. J'ai déjà déposé une plainte pour fraude auprès de la banque sur la base de tes preuves. Les fausses signatures suffisent à attirer leur attention. Qu'est-ce que ça veut dire, demandai-je. Ça veut dire qu'ils gèlent tous les comptes liés au numéro de sécurité sociale d'Evelyne pendant qu'ils enquêtent, expliqua Molly. Si elle essaie d'accéder à l'argent qu'elle t'a volé, des signaux d'alarme se déclencheront immédiatement. Ça veut aussi dire qu'ils examineront chacune de ces transactions des 6 derniers mois. Les yeux de Ruby s'illuminèrent. Et alors? Travis, le type avec qui elle est?
Le sourire de Molly était tranchant comme un couteau. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Grâce aux informations que vous avez fournies, j'ai pu faire quelques recherches sur Monsieur Travis Morrison. Il s'avère qu'il a beaucoup à perdre si cela se sait. Elle a sorti un autre document sur son ordinateur portable. Travis est conseiller financier agréé dans un grand cabinet du centre-ville. Il est également marié, père de 2 enfants et vit dans une très belle maison en banlieue. J'ai envoyé des copies de tous vos éléments de preuve au comité d'éthique de son employeur et à son service des affaires internes. Les conseillers financiers voient d'un mauvais œil les collègues qui aident leurs clients à commettre des fraudes. J'ai ressenti une satisfaction sombre. Alors, il est foutu. Oh, il est plus que foutu, a dit Molly. J'ai aussi envoyé un colis anonyme à sa femme. SMS, reçu d'hôtel, tout le tralala. Elle sait maintenant exactement quel genre d'homme elle a épousé. Ruby était pratiquement sur la pointe des pieds. Et si on récupérait notre argent? On peut faire ça? C'est là que votre plan en 4 étapes entre en jeu, dit Molly en sortant un bloc-notes couvert de notes. Je dois admettre, Ruby, quand ton père m'a dit que sa fille de 10 ans m'avait envoyé une stratégie juridique, je m'attendais à quelque chose de mignon, mais inutile. Au lieu de cela, tu m'as envoyé l'un des plans de recouvrement de fraude les plus complets que j'ai jamais vus. Elle feuilleta ses notes. Première étape, tout documenter, ce que tu as fait avec brio. Deuxième étape, signaler l'affaire aux autorités. Terminé. Troisième étape, geler les avoirs. Terminé aussi. Mais c'est à la 4e étape que tu m'impressionnes vraiment. Quelle est la 4e étape, demandai-je. Ruby sourit. Faire mal. Molly rit. Elle éclata de rire. C'est exactement ce qu'elle avait écrit. Étape 4, faire tellement mal qu'ils ne recommenceront plus jamais. Je n'avais jamais vu ce terme juridique particulier dans un document de stratégie, mais j'aime bien le sentiment. Langage, Ruby, dis-je machinalement, même si, honnêtement, après ce qu'Evelyn nous avait fait subir, elle avait mérité un peu de grossièreté. La beauté du plan de Ruby, Molly. L'objectif principal n'est pas seulement de récupérer votre argent. Il s'agit de s'assurer qu'Evelyn et Travis subissent les conséquences réelles de leurs actes. Des conséquences publiques, du genre qui vous suivent pendant des années. Elle a sorti une autre série de documents. J'ai déposé plainte auprès du Better Business Bureau, signalé la fraude à la carte de crédit aux 3 agences d'évaluation du crédit et soumis des documents au fisc concernant des revenus non déclarés, car je vous garantis qu'aucun d'eux n'a déclaré son petit réseau de voleurs sur sa déclaration de revenus. Est-ce légal? Ai-je demandé, car le sourire de ma sœur commençait à me faire peur. Tout à fait légal, m'a assuré Molly. Tout ce que nous faisons est documenté, justifié et parfaitement légal. Nous ne cherchons pas à nous venger. Nous demandons justice. Il y a une différence. Ruby prenait des notes sur sa tablette pendant que Molly parlait. Et la maison en Floride? Celle qu'ils ont louée avec notre argent est déjà gérée, a dit Molly. J'ai contacté leur propriétaire avec des documents prouvant que l'argent utilisé pour la caution avait été volé. Le bail a été annulé et ils ont été expulsés. Ils ont 48 heures pour partir. J'ai regardé ma sœur avec stupéfaction. Comment avez-vous fait pour faire tout ça si vite? J'ai une bonne équipe, a-t-elle dit modestement. Et votre fille m'a fourni suffisamment de preuves pour que l'affaire soit classée sans suite. De plus, j'ai peut-être mentionné à quelques personnes que cela implique une fillette de 10 ans dont le fonds universitaire a été volé par sa propre mère. Les gens ont tendance à être motivés lorsque les enfants sont impliqués. Ruby leva les yeux de sa tablette. Alors, que se passe-t-il maintenant? Molly a fermé son ordinateur portable et a regardé à nous tous les deux. Les prochains jours, mendiant la miséricorde ou essaie de blâmer quelqu'un d'autre, ont été terrifiants, mais c'était un peu réconfortant. Ne combattre plus cette bataille seule. L'appel est arrivé à 6h23 un mercredi, 3 jours après que Molly avait fini de déposer tous les documents et de mettre notre piège légal en mouvement. Je faisais du café dans la cuisine, essayant de faire semblant de ne pas sauter à chaque fois que mon téléphone bourdonnait lorsque le nom d'Evelyn est apparu à l'écran. Mes mains tremblaient en répondant, et je devais me vider 2 fois la gorge avant de pouvoir parler. Bonjour, Evelyn. La voix qui est passée par le haut-parleur ne ressemblait en rien à la femme calme et contrôlée qui m'avait envoyé ce texte au revoir froid. C'était la panique dans sa forme la plus pure, aiguë, essoufflée et absolument terrifiée. Qu'est-ce que tu as fait? Elle a crié.
Et j'ai dû tenir le téléphone loin de mon oreille. Qu'est-ce que le homme a fait? J'ai regardé Ruby, qui mangeait calmement ses céréales à la table de la cuisine comme si rien d'inhabituel ne se passait. Elle m'a regardé et m'a donné un petit coup de pouce, ce qui aurait été drôle si toute cette situation n'était pas si complètement fou. Je n'ai rien fait, Evelyne, ai-je dit, gardant ma voix aussi stable que possible. J'essaie juste de comprendre comment expliquer à notre fille pourquoi sa mère l'a abandonnée et a volé son fonds universitaire. N'ose pas essayer de me coincer sur moi, a-t-elle crié. Tu as gelé mes comptes. Tu m'as expulsé. Vous avez tout ruiné. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que le plan de Molly fonctionnait encore mieux que nous l'espérions. En moins d'une semaine, la nouvelle vie parfaite d'Evelyne s'était complètement effondrée, et elle commençait à comprendre que les actions ont des conséquences. Le condo, David, poursuivit-elle, sa voix devenant plus hystérique avant la seconde. Nous étions censés signer le bail hier, et ils ont dit que notre chèque de dépôt avait rebondi. L'argent a disparu. Tout cela. J'ai ressenti une satisfaction sauvage entendre le désespoir dans sa voix. Quel argent, Evelyne? Vous voudrez dire que vous volez? Elle a crié. Moi pendant des mois, en mettant une signature sur les documents bancaires. Sob. Matin. Dis quelque chose sur les demandes de prêts frauduleuses. Nous sommes coincés dans ce motel de merde avec nulle part où aller et pas d'argent. C'est rude, dis-je. Et je voulais dire que cela semblait sarcastique, mais honnêtement, une partie de moi commençait à se sentir un peu mal pour elle. L'accent mis sur peu. Vous ne comprenez pas, a poursuivi Evelyne, sa voix devenant plus frénétique. Ils ont tiré Travis. Sa femme l'a jeté. Ses enfants ne lui parleront même pas. Tout s'effondre. Ruby leva les yeux de ses céréales et fit un peu me donner le geste du téléphone. J'ai secoué la tête. C'était entre les adultes, peu importe à quel point un génie stratégique était devenu mon enfant de 10 ans. Mais Ruby insiste, se levant et se dirigeant vers moi avec ce regard déterminé qu'elle avait quand elle avait décidé de quelque chose. Laissez-moi lui parler, papa, dit-elle tranquillement. S'il vous plaît. J'ai regardé ma fille, cette petite fille qui avait été forcée de grandir trop vite, qui avait dû protéger notre famille parce que l'adulte qui était censé faire ce travail nous avait trahis à la place. Après que tout Evelyne l'avait traversé, Ruby méritait de l'avoir dit. J'ai tendu le téléphone. Ruby veut vous parler. Ruby. La voix d'Evelyne s'est immédiatement déplacée, devenant plus douce, plus manipulatrice. Oh, chérie, c'est vraiment toi? Maman vous manque tellement. Ce n'est qu'un gros malentendu. Petite fille, maman va rentrer à la maison et tout réparer, d'accord? Ruby a pris le téléphone avec les deux mains, le tenant comme si c'était quelque chose de précieux et de fragile. Quand elle a parlé, sa voix était calme et claire sans une trace de l'émotion que je savais qu'elle devait ressentir. Tu n'aurais pas dû utiliser mon fonds universitaire, maman. Le silence à l'autre bout de la ligne était assourdissant. Je pouvais pratiquement entendre le cerveau d'Evelyne essayer de traiter le fait que sa fille de 10 ans ne l'achetait pas. Ruby, chérie, a déclaré Evelyne. Maman ne voulait pas dire que cela se produit. Parfois, les adultes font des erreurs, et ce n'était pas une erreur, Ruby interromput, elle la voit toujours parfaitement stable. Vous l'avez planifié pendant des mois. J'ai toutes les preuves. Les SMS, les emails, les faux documents bancaires. Je connais Travis et je connais les mensonges que vous avez dit, papa. Et je sais que tu m'as appelé un gamin qui était trop stupide pour remarquer ce que tu faisais. Un autre long silence. Alors la voix d'Evelyne, plus petite maintenant, plus incertaine. Ouais, tu as passé mon téléphone. Tu as passé le mien? Ruby a répondu en fait. Vous avez lu mon journal et vérifié l'histoire de mon navigateur et traversé mon sac à dos à la recherche de notre ami. Alors oui, j'ai aussi traversé vos affaires. Il s'avère que vous n'êtes pas aussi intelligent que vous le pensiez. J'ai regardé ma fille tenir ce téléphone complètement calme et en contrôle pendant que sa mère s'est effondrée à l'autre bout. Cela aurait dû être déchirant, un enfant devant être l'adulte dans une conversation avec son propre parent. Au lieu de cela, je ne ressentais qu'une fierté féroce. Ruby, s'il vous plaît. Evelyne a supplié. Et maintenant, elle pleurait vraiment. Vous devez dire à votre père d'arrêter cela. Dites-lui de dégeler les comptes. Lui dire nous pouvons résoudre ce problème. Je suis ta mère. Ruby me regarda les yeux et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose qui était à la fois terrible et beau.
Le moment où un enfant se rend compte qu'être parent de quelqu'un ne vous rend pas automatiquement digne de respect ou de pardon. C'est ce que vous obtenez pour m'appeler trop stupide pour le remarquer, dit Ruby simplement. Puis elle a raccroché le téléphone et m'a remis avec un peu de haussement d'épaule. Je vous ai dit que je l'avais géré, papa. La chose à propos de Ruby que je commençais à comprendre, c'est qu'elle n'a pas simplement résolu des problèmes. Elle les efface si complètement qu'ils ne pourraient jamais revenir nous mordre. Alors que je traitais toujours les retombées émotionnelles de l'appel téléphonique de panique d'Evelyne, ma fille de 10 ans avait déjà 3 mouvements de l'avant, détruisant systématiquement la vie d'un homme que je n'avais même jamais rencontré, mais que j'avais réussi à détester chaque fibre de mon être. Papa, Ruby a dit cet après-midi, levant les yeux de sa tablette avec cette expression familière de satisfaction tranquille. Vous voulez voir ce que j'ai découvert de Travis? Nous étions assis dans le salon, moi avec une bière je n'aurais probablement pas dû boire à 3 heures de l'après-midi. Ruby avec ses devoirs s'est répandue sur la table basse comme si elle n'était qu'un autre enfant normal faisant des choses normales d'enfant. Sauf que rien de cette situation n'était normal et que ma fille n'était certainement pas comme les autres enfants. Quel genre de choses? J'ai demandé, même si une partie de moi n'était pas sûre de vouloir savoir. Les compétences de recherche de Ruby s'étaient avérées à la fois approfondies et légèrement terrifiantes. Elle a tourné sa tablette vers moi, montrant ce qui ressemblait à un profil lien d'un professionnel. La photo montrait un gars dans la quarantaine avec des cheveux parfaitement coiffés et le genre. Un faux sourire qui a crié « Faites-moi confiance pour vos économies ». Travis Morrison, conseiller financier certifié, Morrison & Associates Financial Planning. Un vrai pilier de la communauté. Apparemment, Travis n'est pas seulement un gars aléatoire que maman a rencontré dans un bar, a expliqué Ruby, faisant défiler son profil. Il est un conseiller financier en gros avec sa propre entreprise. Il gère les comptes de retraite comme la moitié des habitants du comté de Riverside. D'accord, dis-je lentement. Et c'est important parce que le sourire de Ruby était suffisamment vif pour couper du verre parce que les gens qui gèrent l'argent des autres ne sont pas censés aider leurs copines à commettre une fraude. C'est comme vraiment contre les règles. Elle a tiré un autre écran. Celui-ci montrant ce qui ressemblait à un formulaire de plainte d'éthique professionnelle déjà rempli et soumis. J'ai envoyé tous les SMS de maman au California Department of Financial Protection and Innovation. Vous savez, ceux où Travis parle de l'aider à déplacer de l'argent et de le rendre légitime. Ma mâchoire est tombée. Ruby, vous ne pouvez pas simplement déposer des plaintes officielles auprès des agences gouvernementales. Vous avez 10 ans. Je n'ai pas menti à propos de mon âge, a-t-elle dit défensivement. Je ne l'ai pas mentionné. En outre, les preuves parlent d'elles-mêmes. Regardez ceci. Elle m'a montré une série de messages textes entre Evelyne et Travis que je n'avais jamais vus auparavant, ceux qui ont fait tourner mon estomac. Travis donnant des conseils à Evelyne sur la façon de forger des documents bancaires. Travis lui suggérant de retirer de l'argent en petits montants pour éviter de déclencher des alertes de fraude. Travis se vante réellement de la façon dont il avait aidé d'autres clients à restructurer leurs actifs pendant les divorces. Ce gars est un professionnel, dis-je, en lisant les messages. Il a déjà fait ça avant. C'est ce que je pensais aussi, a dit Ruby. Donc, j'ai fait un peu plus. Ce qu'elle avait trouvé était pire que je ne l'imaginais. Travis Morrison n'était pas seulement un mari tricheur et un fraudeur financier. Il était un prédateur en série qui utilisait sa position pour cibler des femmes mariées vulnérables depuis des années. Ruby avait en quelque sorte retrouvé 3 autres femmes qui avaient eu des affaires avec Travis. Des femmes qui avaient fini par perdre de l'argent, perdant leur mariage et, dans un cas, perdant la garde de leurs enfants. Comment avez-vous trouvé tout cela? Ai-je demandé en faisant défiler ce qui ressemblait à un dossier complet sur les victimes passées de Travis. Facebook, a déclaré Ruby en fait. Il y a ces groupes privés où les femmes partagent des histoires sur des gars qui les ont arnaqués. J'ai envoyé un message à quelques personnes, leur ai dit que je faisais des recherches sur la fraude financière pour un projet scolaire. Ils ont été très utiles une fois qu'ils ont réalisé que j'essayais d'empêcher quelqu'un de se blesser. J'ai regardé ma fille, cet enfant de 10 ans qui discutait avec désinvolture des techniques d'enquête en ligne, comme si elle était une sorte d'agent junior du FBI. Ruby, certains de ces trucs, c'est assez lourd pour un enfant de votre âge. Elle haussa les épaules. Maman s'est lourrie quand elle a décidé de voler mon fonds universitaire et de courir avec un escroc. Je m'assure juste qu'il ne peut le faire à personne d'autre. Et c'est là que j'ai réalisé ce que Ruby avait vraiment fait. Elle n'avait pas seulement exposé la liaison de Travis avec Evelyne.
Elle avait explosé toute son opération. Les plaintes d'éthique, la preuve de fraude, les liens avec d'autres victimes. Tout allait sortir. La carrière de Travis Morrison était terminée. Sa réputation a été détruite. Et quiconque lui a fait confiance avec son argent allait savoir exactement quel genre d'homme il était vraiment. Il y a plus, a déclaré Ruby, tirant ce qui ressemblait à un site web local. J'ai tout envoyé à l'équipe d'investigation de Channel 7. Vous savez que la dame qui fait le segment du résolveur de problèmes? Elle m'a appelé hier. Elle t'a appelé sur ton téléphone portable. Ouais. Je lui ai donné mon numéro quand j'ai soumis l'histoire. Elle veut faire un article sur les conseillers financiers qui prient sur les femmes mariées. Elle a dit que ça allait être diffusé la semaine prochaine. Je me sentais étourdi. Ruby, tu ne peux pas simplement me surprendre. Morrison. I think we need to talk. Ruby looked up from her tablet, her eyes bright with interest. He put the phone on speaker without even thinking about it. What do you want, Travis? Look, man, I know you're a pissed, and I get it, okay? But this has gone too far. Your kid, she's destroying my life. My wife left me. My business is ruined. And now there are reporters calling my office asking about fraud allegation. Good, he said simply. Good. La voix de Travis a craqué. Possédé. Ils n'auront plus de père à cause de ce que votre fille a fait. Ruby se pencha vers le téléphone, et quand elle parlait, sa voix était froide comme de la glace. Vous auriez dû y réfléchir avant que ma mère aide ma mère à voler mon fonds universitaire, a-t-elle déclaré. Peut-être que vos enfants apprendront quelque chose de cela. Comme comment ne pas être un morceau de quand ils grandissent. Jésus-Christ, chuchota Travis. C'est juste un enfant. Comment fait-elle cela? Parce que quelqu'un devait le faire, a répondu Ruby. Et ça n'allait pas être toi. La ligne est morte. Ruby m'a regardé avec le même sourire satisfait qu'elle portait depuis que tout a commencé. Un vers le bas, dit-elle joyeusement. Maintenant, voyons ce qui se passe lorsque maman se rend compte qu'elle sort avec un criminel au chômage. J'ai regardé ma fille, cette petite personne brillante et terrifiante qui vient de détruire la vie d'un homme adulte avec rien d'autre qu'une tablette et une connexion Internet, et j'ai réalisé que je regardais probablement l'avenir de la justice en Amérique. C'était magnifique et absolument effrayant en même temps. L'histoire de Travis Morrison a frappé le soir de la soirée de Channel 7 exactement une semaine plus tard, et c'était tout ce que Ruby avait promis. Ce serait un exposé dévastateur qui n'a pas simplement détruit la carrière d'un homme, mais qui a mis en lumière un problème dont personne n'avait parlé. Prédateur financier, lorsque la confiance devient un vol, était le genre de pièce d'investigation qui remporte des récompenses et des ruines. Et ma fille de 10 ans avait essentiellement écrit le tout elle-même. Nous l'avons regardé ensemble sur le canapé. Ruby avec ses devoirs répartis sur ses genoux comme ça n'était qu'un autre mardi soir. Moi avec une bière qui était devenue chaude parce que je ne pouvais pas m'arrêter de regarder la télévision. La journaliste, Sandra Chan, une femme qui avait fait sa carrière en exposant la corruption, a aménagé le modèle de Travis de cibler les femmes mariées, les aidant à cacher des actifs à leur mari, puis à disparaître avec l'argent lorsque les choses se compliquaient. L'enquête a commencé, a déclaré Sandra, regardant directement dans la caméra lorsqu'une fillette de 10 ans à Riverside a remarqué que son fonds universitaire avait été volé et a décidé de faire quelque chose. Ils n'ont pas utilisé le nom de Ruby, quelque chose à propos de la protection des mineurs, mais ils ont montré sa silhouette pour répondre aux questions avec le genre de confiance calme qui l'a fait sonner comme si elle avait 30 au lieu de 10. Le segment s'est terminé par le tir de Muggs de Travis et la nouvelle qu'il avait été arrêté pour plusieurs chefs de fraude, d'abus d'LD et de conspiration pour engager la theft. Pas mal pour un mardi, a déclaré Ruby, fermant son livre de mathématiques et s'étirant comme si elle venait de terminer toute autre affectation de devoir. C'est là que mon téléphone a commencé à bourdonner. Message texte, email, appel manqué, tous à partir de numéros que je n'ai pas reconnus. Au début, je pensais que c'était des journalistes qui voulaient suivre l'histoire. Mais quand j'ai commencé à lire les messages, j'ai réalisé que c'était autre chose. Papa, ma tablette devient folle aussi, a dit Ruby, regardant son écran avec des yeux écarquillés. Je reçois des messages d'enfants partout. Le premier message que j'ai ouvert était de quelqu'un nommé Maria et Phoenix. J'ai vu la nouvelle. Mon beau-père a pris 15 000 $ de mon compte d'épargne l'année dernière et a déclaré qu'il s'agissait de 4 dépenses familiales.
Je n'ai jamais su que je pouvais faire quoi que ce soit à ce sujet. Pouvez-vous m'aider à comprendre comment vérifier mes comptes? Un autre d'un enfant nommé Jake à Denver. Le petit ami de ma mère l'a convaincu d'emprunter à mon fonds en fiducie pour investir dans son entreprise. L'entreprise a échoué et maintenant il dit que nous ne pouvons pas récupérer l'argent parce que c'est trop compliqué. Je n'ai que 14 ans, mais je veux apprendre à me protéger. En moins d'une heure, Ruby avait reçu plus de 50 messages d'enfants à travers le pays. Des enfants dont les parents ou les step-parents ou les tuteurs leur avaient volé. Des enfants qui pensaient qu'ils étaient impuissants pour y faire quoi que ce soit. Des enfants qui avaient vu l'histoire de Ruby et réalisé qu'ils n'étaient pas seuls. C'est fou, dis-je, en lisant un message après un message d'histoire déchirante. Comment y a-t-il tant d'enfants qui s'occupent de ça? Ruby tirait déjà sur son ordinateur portable, ses doigts volant sur le clavier avec cette intensité concentrée qu'elle a obtenue lorsqu'elle résolvait un problème. Parce que personne n'en parle, papa. Les enfants ne savent pas qu'ils ont des droits en ce qui concerne l'argent. Les parents et les step-parents et qui d'autres prennent ce qu'ils veulent parce qu'ils pensent que les enfants ne peuvent pas les arrêter. Elle construisait quelque chose. Je pouvais le voir se produire en temps réel. Ce qui avait commencé comme Ruby protégeant notre famille était devenu quelque chose de plus grand, quelque chose qui pouvait aider les enfants partout qui étaient victimes des adultes qui étaient censés les protéger. Que allez-vous faire? J'ai demandé. Ruby leva les yeux de son ordinateur portable avec cette expression familière et déterminée. Je vais leur apprendre ce que j'ai appris. Comment vérifier les comptes bancaires? Comment documenter les preuves? Comment trouver de l'aide lorsque les adultes n'écouteront pas? Au cours des prochains jours, l'opération de Ruby s'est étendue d'une manière qui m'a laissé à la fois fier et légèrement terrifié. Elle avait créé un groupe Facebook privé appelé Protect Your College Fund, où les enfants pourraient partager leurs histoires en toute sécurité et obtenir des conseils. Elle s'était connectée à Molly et à un réseau d'avocats bénévoles qui étaient prêts à aider les enfants à naviguer dans le système juridique. Elle s'était même associée à ce journaliste de Sandra Chin pour créer un guide de ressources pour les victimes de la violence financière. Le kid du Texas, Louise, s'est avéré avoir 15 ans, et son père avait systématiquement violé son héritage de sa mère décédée pour financer une dépendance au jeu Ruby l'a guidée par le dépôt d'un rapport de police et l'a connectée à une société d'aide juridique à Houston. La fille de Chicago, Esha, n'avait que 12 ans, mais elle a découvert que son beau-père utilisait son numéro de sécurité sociale pour ouvrir des cartes de crédit. Ruby l'a aidé à comprendre les lois sur le vol d'identité et l'a mis en contact avec les services de surveillance du crédit. Chaque soir après l'école, Ruby s'asseyait à la table de la cuisine avec sa tablette et son ordinateur portable, alignant des messages d'enfants qui avaient besoin d'aide, d'organiser les ressources et de construire ce qui était essentiellement un réseau de soutien pour les enfants abusés financièrement par leur propre famille. Je ne peux pas croire combien d'enfants cela arrive, dis-je une nuit, la regardant répondre à un autre message désespéré. Ruby leva les yeux de son écran, et pendant un moment, elle regarda chaque petit enfant de 10 ans. Elle était fatiguée, un peu dépassée, mais toujours déterminée à continuer. Quelqu'un doit les aider, papa, dit-elle simplement. Et si les adultes ne le feront pas, alors je suppose que c'est à nous les enfants. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que Ruby n'avait pas simplement résolu notre problème avec Evelyn. Elle avait commencé une révolution. L'appel de Good Morning America est venu un jeudi, 2 semaines après que le réseau de soutien de Ruby avait atteint plus de 300 enfants dans 47 États. Je faisais des crêpes lorsque mon téléphone a sonné, et la voix à l'autre bout s'est présentée comme productrice du segment des intérêts humains de l'émission. Nous aimerions interviewer Ruby à propos de son travail, aidant les enfants à se protéger de la violence financière, a-t-elle déclaré, comme si elle parlait de l'interview d'un doctorat au lieu d'une élève de 5e année qui avait encore besoin d'aide pour atteindre des choses sur des étagères élevées. Mon premier instinct a été de dire non. Ruby avait réussi, et la dernière chose que je voulais était de la mettre à la télévision nationale où des millions de personnes pouvaient la juger ou notre situation familiale. Mais quand je l'ai mentionné à Ruby pendant le petit déjeuner, les yeux se sont allumés d'une manière que je n'en avais pas vue depuis qu'Evelyn est partie. Pour le prendre lorsque les adultes les volent. Molly est descendue de là pour l'interview, en partie pour fournir un soutien juridique, mais surtout, je pense, parce qu'elle voulait voir sa nièce faire l'histoire de la télévision. L'équipage s'est installé dans notre salon, transformant notre espace de banlieue normale. Concert scolaire. Les caméras ont commencé à rouler, quelque chose d'incroyable s'est produit. Mon enfant nerveux de 10 ans s'est transformé en quelqu'un qui semblait des années de plus, quelqu'un qui a parlé avec le genre d'autorité silencieuse qui a fait se pencher en avant et écouter les adultes. Ruby,
L'intervieweur a commencé, pouvez-vous nous dire comment tout cela a commencé? Ma mère a volé mon fonds universitaire et s'est enfuie avec son petit ami. Ruby a dit en fait, comme si elle discutait de la météo. Elle pensait que j'étais trop stupide pour le remarquer, mais je la regardais mentir et voler depuis des mois. Quand elle est partie, j'ai décidé de faire quelque chose. L'intervieweur, un journaliste vétéran qui avait probablement interviewé des présidents et des stars de cinéma, semblait vraiment impressionné par le sang-froid de Ruby. Cela a dû être très difficile pour vous. Comment saviez-vous quoi faire? Ruby haussa les épaules, un geste qui a réussi à être à la fois enfantin et sage à la fois. Je ne l'ai pas fait au début, mais j'ai pensé si les adultes pouvaient voler aux enfants et s'en tirer. Il devait y avoir des adultes qui pouvaient aider les enfants à riposter. Je devais juste les trouver. Et maintenant vous aidez d'autres enfants en situation similaire. Tous les parents ne protègent pas leur enfant, a déclaré Ruby, regardant directement dans la caméra avec ses grands yeux bruns qui avaient toujours été trop intelligents pour son propre bien. Parfois, l'enfant doit se protéger, et parfois ils ont besoin d'aide pour comprendre comment à connecter les services de surveillance du crédit et de l'aide juridique. Juste parce que quelqu'un est votre parent ou votre tuteur ne signifie pas qu'il vous vole. Fonds collégiaux, héritage, compte d'épargne. C'est le vôtre, pas le leur. Et s'ils le prennent, il y a des gens qui vous aideront à le récupérer. Il vous suffit d'être assez courageux pour demander de l'aide. L'interview a été diffusée 3 jours plus tard, et en quelques heures, le site web de Ruby s'est écrasé de tout le trafic. À la fin de la semaine, elle avait reçu plus d'1 millier de messages d'enfants, de parents, d'enseignants et de travailleurs sociaux à travers le pays. Mais le message qui comptait le plus venait d'un numéro inconnu comme un message vocal pendant que nous dînions. Vous avez tout ruiné, a déclaré la voix d'Evelyne, tremblant de rage et de désespoir. Tu as détruit ma vie, petit gamin. J'espère que tu es heureux. Ruby a écouté le message, puis l'a supprimé calmement et a bloqué le numéro. Oui, dit-elle en retournant dans ses spaghettis. Je suis heureux. 6 mois. C'est combien de temps il a fallu à Ruby pour se transformer d'un enfant de 10 ans dont la maman l'a abandonné en un défenseur national des droits financiers des enfants. 6 mois pour que nos vies changent complètement pour le mieux d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer lorsque je suis entré dans cette maison silencieuse et j'ai trouvé ces zéros dévastateurs dans notre compte bancaire. La reprise de la banque a dépassé les attentes de chacun. Nous avons récupéré 82% de ce qu'Evelyne avait volé, ainsi que des intérêts et des pénalités qu'elle devrait payer si elle a fait surface à nouveau. Le fonds universitaire de Ruby a été non seulement restauré, mais agrandi, grâce aux dons de personnes qui avaient entendu notre histoire et qui voulaient aider. L'argent supplémentaire est allé directement dans l'organisme à but non lucratif que Molly avait aidé Ruby à établir. La fondation Ruby Morrison pour la justice financière. Ce qui a commencé comme la mission personnelle de vengeance de ma fille était devenu quelque chose de beaucoup plus grand. Une organisation légitime avec un véritable soutien juridique, dotée de procureurs bénévoles et financée par des personnes qui ont compris que les enfants avaient besoin d'une protection contre les adultes qui étaient censés s'occuper d'eux. Ruby dirigeait toujours les opérations quotidiennes de notre table de cuisine. Mais maintenant, elle avait l'aide de travailleurs sociaux, de conseillers financiers et même de quelques comptables réformés qui voulaient utiliser leurs compétences pour le bien au lieu du mal. Evelyne a disparu quelque part en Arizona après que Travis a été arrêté et que leur vie de rêve en Floride s'est complètement effondrée. Nous avons entendu à travers la vigne qu'elle travaillait dans un restaurant à Tucson, vivant dans un studio et conduisant une Honda battue qui a à peine couru. Elle a essayé de tendre la main à quelques reprises, de messages vocaux désespérés, de messages textes pathétiques en mendiant le pardon, mais Ruby avait bloqué son numéro de façon permanente après ce dernier message amer. Elle a fait son choix. Ruby m'a dit quand j'ai demandé si elle avait manqué sa mère. Elle a choisi Travis et volé de l'argent sur nous. Je ne vais pas perdre de temps à me sentir désolé pour quelqu'un qui ne se sentait pas désolé pour moi. Travis lui-même purgeait 18 mois dans une prison de sécurité minimale et ne travaillerait probablement plus jamais en finance. Son ex-femme avait emmené les enfants et avait déménagé à travers le pays. La maison, la BMW, le style de vie de fantaisie, tout disparu. Ruby a gardé sa prise de tasse sauvée sur sa tablette, non pas par dépit, mais pour rappeler ce qui est arrivé à des gens qui pensaient pouvoir s'attaquer aux enfants et s'en tirer. Ces jours-ci, notre routine matinale était à peu près la même que ce qu'elle avait toujours eu. Ruby a mangé ses céréales. J'ai préparé le petit déjeuner et préparé son déjeuner. Nous avons parlé des devoirs et des projets scolaires et des trucs normaux de 10 ans. Mais il y avait quelque chose de différent maintenant,
une confiance en nous deux qui n'avait pas été là auparavant. Un sentiment que nous pouvions gérer tout ce qui nous arrivait. Chaque matin, après l'avoir emmené à l'arrêt de bus, je lui disais la même chose. Je suis tellement fier de toi, Ruby Girl. Et chaque matin, elle me souriait avec le même sourire espiègle qu'elle avait depuis l'âge de 2 ans et répondait, je vous ai dit que je l'avais géré, papa. Elle n'avait encore que 10 ans. Toujours adoré les dessins animés et le lait au chocolat. Il avait encore besoin d'aide pour ses devoirs de mathématiques. Toujours couché avec Monsieur Buton lorsque des orages lui ont effrayé la nuit. Mais elle était aussi la fille qui avait sauvé notre famille, exposé des prédateurs financiers et construit un réseau qui avait aidé des centaines d'enfants à travers le pays à se battre contre les adultes qui les avaient trahis. Pas un mauvais héritage pour quelqu'un qui n'avait même pas encore frappé le collège.